on rentre dans les détails techniques, mais si l'égrégore que tu pries est hiérarchiquement supérieur à l'autre, mais hiérarchiquement, ça veut dire plus puissant. Parce que, par exemple, si on a un envoûtement égrégorique dû à une divinité, je sais pas, de Madagascar, etc., des trucs bien costauds, et puis toi, tu vas essayer d'utiliser l'égrégore chrétien pour lutter contre. Il y a de fortes chances que ça marche pas. Non. Parce que on aura et puis tu ne seras pas assez entré, tu n'auras pas pénétré assez haut dans l'égrégore chrétien pour pouvoir en fait le manipuler. Donc c'est l'autre qui aura l'avantage. En sorte, l'égrégore animiste, c'est ça? L'égrégore Animiste, Oui. oui, devient donc plus solide que l'égrégore chrétien. Il est plus... Attention, il y a des degrés. Ça dépend. Tout dépend des degrés, presque des degrés de prêtrise de chacun des opérateurs. Donc de la montée dans la hiérarchie de son propre égrégore. Parce que vous savez que dans le vaudou, par exemple, il y a des égrégores. Bien sûr, c'est une magie égrégorique le vaudou. C'est une magie typiquement égrégorique, Oui. mais d'un niveau beaucoup plus animique. Donc ça fonctionne bien sur un plan pratique. Mais ça appartient ça a tendance à appartenir aux magies égrégoriques. Ah ouais. Mais dans des réunions de prière, donc, est-ce qu'il y a des sorciers qui peuvent, disons, s'interposer et se servir de ces prières pour faire leur mécano? Oui, Absolument. oui. Du coup, Et parce que bon, par exemple les réunions de prière, Oui, on se met tous ensemble et puis on prie. Alors moi je vous dis bon comme c'est moi qui fais le séminaire, on va tous prier. On va tous prier mon blason. Qu'est-ce qui se passe? Ça va nourrir mon blason. Comme mon blason c'est un reflet de moi-même, ça va me nourrir moi. Donc à ce moment-là, je vais être le vampire qui va récupérer de l'énergie. Il y a beaucoup de réunions de prière qui sont basées sur ce genre de système. Sous couvert de religion, sous couvert de blancheur, sous couvert de foi, sous couvert de tout ce qu'on veut, c'est de la récupération d'énergie. Oui, mais je veux dire par là que, là, tu parles de ton blason. Mais si moi, par exemple, je veux nourrir un autre blason, par exemple, je peux très bien le faire sans que personne ne sache. Non. Oui, et vaut mieux nourrir le tien. Oui, Comme ça, parce que comme ça, tu te nourris toi-même. oui, c'est possible. Donc. Ah bah tiens, Mais vous avez mis c'est costaud. Hein. envoûtement professionnel. Vous avez mis envoûtement. Donc, envoûtement professionnel. À quel moment, puisque dans l'envoûtement professionnel, nous avons les statuettes. Oui, Et en deuxième, nous avons les grégoriques. oui. À quel moment on peut décider celle qui est grégorique et celle qui est en rapport avec la statuette, puisque la statuette, c'est le sorcier et la victime en direct. Oui. Et l'autre, C'est par l'intermédiaire de l'égrégore. C'est l'égrégore qui va agir. oui, Donc, le sorcier en général, lui, va pouvoir agir sur le physique de la personne. c'est ça. L'égrégore va également pouvoir agir sur l'entourage de la personne, voire sur des événements. Lui programmer des événements qui ne sont pas prévus. Donc, c'est plus... ça va plus loin. Donc sa détection est plus difficile. Par rapport Il au est- client, non. Il n'est pas forcément plus difficile à détecter, il est beaucoup plus grave dans ses effets. Donc, il serait presque plus facile à voir, parce qu'il est plus grave. Et il avance beaucoup plus vite. Ah oui, comme Il la détériore plus vite. limite patte. Ouais, ça avance, et puis là, faut agir vite, parce que... Là, ça me convient. Voilà. Oui. Est-ce qu'un génie peut être efficace pour Combien d'aura Oui. Non, mais un génie peut être une technique d'envoûtement. Oui, mais si on en a 1% protégé, Ouais. c'est-à-dire là il va pas être efficace, mais il va l'être pour la statuette. Oui, par exemple, voilà. Ou alors contre un autre Pour génie. 99% des attaques. Parce que les envoûtements égrégoriques, il faut... attention, là on est dans la haute, je dirais, haute sorcellerie ou la haute magie noire. Et puis là, il faut vraiment qu'il y ait que le client ait des sous pour pouvoir payer. Donc s'il veut vous attaquer, il faut qu'il ait une bonne raison de vous attaquer. Il faut que vous ayez... il faut que vous valiez la peine de vous faire attaquer par une magie égrégorique. Oh là là, oui, il faut Parce que sinon, ça va... Pourcentage de combien dans 1%, on va dire. c'est très faible. 1%, oui, c'est très faible. Hein. Et deux génies face à face, c'est un combat à mort ou c'est Oui. quoi? Oui, il y en a un qui. Ah bah, c'est le plus fort qui tape l'autre. Il a plus qu'à le refaire.
Les génies, c'est parti. Et dans le gouvernement, c'est pas ça qui se passe? Ah bah, les gouvernements, ils ont de quoi payer. Hein. Donc c'est plus des techniques comme ça. C'est les techniques, les grégoriques, c'est les techniques plus, par exemple, au niveau politique. On n'est pas les inventés, mais c'est Bon, ils vont pour essayer de gagner les élections, tout va être utilisé, c'est normal. Toutes les techniques de marketing, les techniques d'influence, de déstabilisation des adversaires, tout. Et puis sans doute également les techniques de magie. Il y en a eu un cas. Parce qu'il faut que ça... Faut pas le dire. L'enjeu est tellement important Voilà. financièrement Mon Dieu. que... Bon. Ouais. Je reviens toujours à cet esprit du vaudou que j'ai annoncé tout à l'heure, parce que le vaudou, il fait deux choses à la fois. Il fait le bien et le mal. Oui. Et ça dépend. Non, j'en parle en connaissance de cause, c'est pas de ça dépend. Non, il a Il raison. fait, Il fait les il deux. fait les deux, il fait le Ouais, il peut bien faire- et le mal. Oui. Ah oui, Ah oui. il fait le bien Il parce est gars. qu'il existe plusieurs types de vaudou, mais il y en a un qui commande le reste. Donc il est le patron de ses Il est le erreurs. patron des Il est autres. le patron. Oui, oui. Donc quand on lui demande de faire quelque chose de bien, il vous dit « je le fais mais je te rends responsable ». Voilà. Quand vous de mal par exemple, il dit « je le fais mais je te rends responsable ». Mais quand vous demandez pour faire quelque chose de bien, il le fait et vous ne demande rien en contrepartie. Ouais. C'est pour ça que je fais Donc, quand tu la demandes comparaison. une action mauvaise, il te prend à partie. C'est-à-dire que Oui. c'est toi qui payes. Oui, mais En cas de problème. C'est ça. Au départ, on lui dit, tu vas le Voilà. faire. Alors, quand on pratique le C'est vaudou vrai, c'est vrai. et qu'on va vers ce vaudou, on lui dit, C'est vrai. je vais rejoindre Bernard. Il dit, je viens au nom de telle personne qui m'a demandé Oui. cette opération. Voilà. Donc, quand il y a le choc en retour, c'est pas l'opérateur Non. qui prend, C'est l'autre. c'est l'autre qui prend, puisqu'il a bien précisé, c'est Monsieur Dupont qui m'envoie Ouais. faire ça. Voilà. Les chocs énergétiques sont... Voilà. Alors, C'est un opérateur intelligent. pour Il veut pas reprendre, prendre. bon, il y a quand même une... Bon, si c'est mal, il y a quand même une responsabilité. Oui, il y a une Et responsabilité. Il y a quand même karmique. une partie à l'autre. Oui. Plus karmique, moins énergétique. Là, on est dans les combats C'est ça, énergétiques. en parce fait. qu'il peut dire non. Oui, tout à fait. Et puis même si énergétiquement, on a dit, bon, le sorcier n'a pas de choc en retour, même si on Si, essaye si, de il y a- dégager Il y a- les grégores. Il y a une Attends. partie. Considérons qu'il n'y ait pas de choc en retour, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un karma au-dessus qui Voilà. gère la chose et qui, lui, Ouais, va quand ouais. même y peser. c'est ça. Il y a le choc énergétique qui est une chose, et puis il y a les notions de karma qui sont qui vont se surimprimer à tout ça. Oui, oui, oui. Alors, quand un sorcier veut justement se protéger lui du choc en retour, Ah oui, voilà. alors ça, il y a une très bonne technique qui est utilisée par les vieux sorciers, que ce soit de Bretagne, du Berry ou d'ailleurs. Ils font participer leurs clients au rituel, parce que c'est excellent. Ah oui. Le sorcier va pratiquer donc le rituel avec son client, que ce soit un rituel X ou Y, et puis il va dire à son client, allez-y, émotionnellement, mettez-vous émotionnellement à fond dans l'opération. Alors il le dit pour deux raisons. Déjà parce que ça va aider l'opération, parce que le client, à lui, sait ce qu'il veut obtenir. Donc si émotionnellement il est dedans, il va servir en quelque sorte de viseur au sorcier qui va représenter lui le fusil et qui va appuyer sur la détente. Bon. Et la deuxième chose, c'est qu'en cas de choc en retour, comme le client est émotionnellement inclus dans l'opération, le choc en retour va revenir sur les deux, l'opérateur et le client. Alors, si l'opérateur est intelligent, il travaille selon les règles de l'art, il n'aura pas, comme on le disait au début du séminaire, il n'aura pas d'émotionnel induit, il n'aura pas d'émotionnel pendant ces rituels dans l'opération, il fera simplement son travail sur un plan d'énergie. Alors en cas de retour, qu'est-ce qui prend le retour? C'est l'aspect émotionnel qui a participé au rituel. Donc, le client. Alors c'est-à-dire qu'il y aura 20% de choc pour l'opérateur et 80% pour le client. Donc alors ça c'est une très bonne technique qu'ont les sorciers pour travailler et se protéger. Ouais. Mais est-ce qu'il paraît que pour pas qu'ils aient le choc en retour, ils mettent une boule de cristal, ça tape dans la boule de cristal et ça dévie le truc. Oui, alors il y a un système, bon... Attention, tout ça, ce sont des systèmes pour dévier ou pour retarder les chocs. Ce ne sont pas des systèmes qui sont totalement imparables. Il y a toujours des fuites dans les boucliers. Les Arabes portent du plomb sur la poitrine, Oui. des plaques de plomb. Ça, dans certains rituels, il faut porter des plaques de plomb.
C'était exact. Ouais. C'est des pectoraux même qu'ils avaient à l'époque. Oui, de bah, Moïse, dans mais les différemment. boucles de Moïse, Le c'est plexus. C'est vrai. Ouais. Et ici aussi, tu as le Oui. point, oui. Comme par exemple, quand on travaille, je sais pas si on en parlera un petit peu de ça. Oui. Bah oui. Quand on travaille sur, mettons, si on travaille sur un cas d'envoûtement particulièrement dangereux, il est bon de porter 2 plaques de plomb, une sur le plexus et puis une dans le dos. Moi, j'en ai. Enfin, des plaques de plomb qui font quoi? Qui peuvent faire 20 cm? Oui, comme ça. Ouais. Et comme ça. Et il n'y a pas un dessin comme ça? Si, il y a l'étoile à 5 branches. Le Alors, oui, pentagramme. traditionnellement, il y a le C'est ça. pentagramme d'un Le côté pentagramme. et l'étoile à 6 branches de l'autre. L'étoile de David de l'autre côté. C'est ça. On C'est peut, obligatoire. David. Théoriquement. Oui. on peut y mettre d'autres symboles. Bon, si vous avez votre blason, vous allez y dessiner votre blason personnel. Ce sera plus fort Tu as que ça va vous des signes représenter. si tu as des Et signatures puis, d'ailleurs. mais enfin bon, ça c'est des symboles qui sont Voilà. C'est ça. bien. Le plomb sert à se protéger des radiations nucléaires. Hein. Donc le plomb arrête. C'est pour ça quand on fait notre respiration, on prend une boule de plomb pour arrêter les énergies. Donc c'est même le même principe. Donc dans toutes les traditions, ils se sont aperçus que le plomb bloquait des choses. Donc ils s'en servent pour bloquer. Et même dans des rituels, le plomb c'est facile à trouver. Oui, là. Même dans les rituels de haute théurgie où on rentre en contact avec des forces particulièrement rayonnantes et puissantes, positives mais puissantes, il est mieux de porter des plaques de plomb, hein, de manière à éviter les rayonnements trop puissants. C'est Ouais. pour ça que quand il y a des trésors de cachés dans le plomb, ils ont du mal à le trouver. Je sais pas s'il a raison, s'il a C'est même vrai. raison. Moi, j'avais un copain qui C'est fait vrai, des c'est vrai. recherches, et quand c'est dans du plomb, Avec les détecteurs de métaux, tu veux dire? Ah, mais les non, détecteurs. non. Quand il cherche anesthésique, Ah oui. eh bien, quand c'est dans du plomb, s'il ne demande pas pour trouver si c'est dans du plomb, il trouve que dalle. Ah C'est ça vrai. bloque, ouais. Ce que tu dis, mais je l'ai entendu dire. Ils voient pas. Ah ouais, Ils ne ça peuvent bloque. pas voir. Ça bloque. Sinon, je savais. Pardon, c'est pourquoi. Ceux qui cherchent, en fait, par anesthésie, dès que c'est dans l'anesthésie, sans pleurer. Alors que tous les autres métaux sont sensibles, ici sont sensibles. Alors, il y a une autre, l'envoûtement égrégorique, on peut l'appeler aussi d'une autre manière, c'est l'envoûtement par évocation. L'évocation consiste à faire venir une entité pour faire le travail à sa place. Alors, il y a 2 façons en fait de travailler avec un égrégore. Vous avez la façon extérieure, c'est-à-dire on va travailler avec l'égrégore de l'extérieur en appelant l'égrégore, faisant le rituel d'appel, en faisant les offrandes et en demandant à l'égrégore en disant voilà, il faut que tu fasses telle ou telle chose pour telle personne, etc. Ou il y a une autre technique qui consiste à prendre soi-même les commandes de l'égrégore et d'agir en tant qu'égrégore. Alors il y a une technique extérieure et puis une technique qui passe par l'intérieur et qui, elle, permet en fait une programmation de ce qu'on veut obtenir. Et là c'est quasiment imparable. Alors, pour détecter, bon, on va voir les symptômes, là. On verra à peu près pour détecter les choses. Alors, il y a plein de façons de pratiquer les envoûtements. Parce que toutes les techniques, par exemple, l'évocation peut être couplée avec une technique sur statuette. Peut être couplée avec une technique de groupe. C'est-à-dire que ce soit envoûtement ou désenvoûtement, vous avez un certain nombre de pratiques, de technologies qui peuvent se marier les unes sur les autres. Bon, on va pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas tellement c'est pas un séminaire sur l'envoûtement, c'est plutôt un séminaire sur le désenvoûtement. Et on va passer maintenant. Mais Oui, qui a une question, vas-y. comment est-ce que tu sais, toi, par exemple, quand tu vas désenvoûter quelque chose, qu'il y a un égrégore béton qui est dedans? Ça se ressent. Au niveau des symptômes, on va le voir. Situation de la personne. Bon. Vu les dégâts, vu l'état dans lequel est la personne, c'est là qu'on s'aperçoit de la gravité de l'envoûtement. Il ne faut pas chercher de midi à 14h. On voit, si la personne est un peu malade, c'est en général un petit envoûtement. Si la personne est vraiment en train d'y passer alors que les médecins n'y comprennent rien, c'est peut-être un gros phénomène d'envoûtement. Et tu peux quand même y arriver? Et on peut, dans certains cas, y arriver. Mais attention, on voit pas, mais moi je vais pas mettre mes doigts dans une prise électrique. Si c'est branché sur du 2000 volts, Faut je réfléchir. prends que le 220. Faut réfléchir. Faut réfléchir avant d'agir. Voilà. Même si, parce que regarde, imaginons, parce qu'on peut avoir un cas de conscience aussi. Il y a une pauvre personne qui vient de voir en disant bon,
il y a vraiment un gros égrégore sur elle, et puis elle est en train de se faire, et puis elle en a plus que pour quelques jours. Toi, n'écoutant que ton courage, tu te précipites pour la défendre. Et puis tu te fais écraser en même temps. Bon, alors tous les autres personnes, voilà, tout le monde est dégagé. Tous les autres personnes que tu aurais pu sauver dans le futur, tu les sauveras pas. Donc, tu as essayé d'en sauver un, tu t'es trompé, tu t'es fait écraser. Bon, et ben il y a peut-être une centaine ou 200 personnes qui t'attendaient avec des choses moins graves, mais que tu pourras pas aider. Donc des fois, il faut bien mesurer la gravité de la situation, le danger, et ne pas se jeter dans la gueule du loup. Voilà, ça fait partie de... c'est un amour qu'on doit avoir envers les autres, mais un amour pensé, raisonné. Et pas un amour instinctif. De toute façon, on ne sauvera jamais le monde, même si tous, là, demain, on se met à faire désenvoûter à tour de bras. On ne pourra pas supprimer le mal de la planète. Hein. Et si par exemple tu faisais partie d'un égrégore, oui. Tu peux continuer ton travail, tu risques rien. Ah bah t'as plus de... Mais attention, ça dépend quel égrégore, ça dépend jusqu'à quel niveau de hiérarchie t'es rentré dans ton égrégore. Parce que c'est ça, les égrégores, hein, c'est comme des... Imagine des triangles. Imagine t'as 2 triangles. Un égrégore positif, c'est celui-là, mettons ça c'est l'égrégore positif, et puis là un égrégore franchement négatif. Le truc vraiment horrible. Alors toi, dans ton égrégore positif, t'en es arrivé à ce niveau-là. Ok. Et puis ton ennemi, le vilain sorcier, lui, il est à la tête de son égrégore négatif. Eh ben, il est au-dessus de toi. Ah, donc t'es foutu. Et donc, tu risques de te faire découper en morceaux. Et pourtant, cet égrégore-là est moins puissant que celui-là. Mais il y a une différence de hiérarchie. Mais si par exemple quelqu'un, tu le sais, tu le sens, est-ce que si quelqu'un, mettons, t'aide qui fait partie aussi de ton égrégore, t'aide, tu peux peut-être arriver quand même à combattre là. Ah bah, après, c'est tout un... C'est des niveaux. C'est des niveaux, il faut ressentir le coup, il faut voir quels sont les dangers, et puis il faut mieux téléphoner aux copains pour dire bon, qu'est-ce que tu en penses. Bon là, dans 99% des cas, le problème ne se pose pas, parce que c'est pas des luttes d'égrégore. Mais quand le problème se pose, il faut y aller avec modération, avec Dosage. parce que là, Simonie, dirais-je. Voilà. Parce que mettons, si mettons quand on est dans l'égrégore, on a une ordination, un truc comme ça. Bon, t'es prêtre d'une religion, ok. Mais il n'y a pas que les prêtres dans la religion, il y a les prêtres, il y a les etc. Et puis t'as toute une hiérarchie. Bon, l'autre peut être plus puissant. C'est ça qu'il faut bien comprendre, bien voir son propre niveau, et puis ne pas hésiter à déléguer, je dirais, aux copains, parce que dans certains cas, ça vaut, comme disait monsieur hier soir, ça vaut pas le coup de risquer sa vie. Ta vie, elle est pas en danger, toi. C'est pas toi qui es attaqué là dans l'histoire, c'est quelqu'un d'autre. Tu n'es pas en cause, comme disait Zora. C'est pas en cause, voilà. C'est quelqu'un d'autre qui est attaqué. Donc toi, si tu peux l'aider, tu l'aides. Si tu peux pas l'aider, tu l'aides pas. Tu te mets pas en cause. Tu te mets pas en risque. Parce qu'on a besoin de toi peut-être pour autre chose. Voilà. Il faut penser avec raisonnement. Et voilà, donc tout ça, c'est la pensée. Donc, je vous dis, ça, c'est extrêmement rare. Oui. Ah, mais ça peut arriver. Oui. Ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé, mais... Comme disait Nora tout à l'heure, si on tombe, mettons, quand le vaudou qui a fait un truc, t'es écrabouillé. Attends, tout dépend des niveaux de vaudou qui sont utilisés. Oui. Parce que c'est pareil, dans les égrégores, il y a des hiérarchies. Oui. Ouais. Comme on disait. C'est vrai. Celui qui est le top de cet égrégore-là, ok, lui, mettons, ça c'est l'égrégore, pour ce qu'on veut, un égrégore de magie noire. Lui, celui qui est à la tête, il peut te taper parce que toi, tu es en dessous dans ton égrégore. Mais celui qui est à la base de l'égrégore, Il peut pas. qui fait ses rituels qui peuvent être quand même violents et qui peuvent être quand même importants, là, toi, tu es au-dessus. Et pourtant, on est toujours dans les mêmes cas de figure avec 2 égrégores opposés. Tu vois, un égrégore, mettons, je sais pas, chrétien, puis un égrégore de Madagascar. Bon, tac. Ah oui, mais t'as des niveaux. Donc, faut arriver à... C'est-à-dire l'égrégore du vaudou le plus fort, c'est le tonnerre. Le Tonnerre, Oui. qui est au-dessus. Dans ce sommet, c'est le tonnerre qu'il y a. Donc, à partir de ce tonnerre, il gouverne tous les autres sous du Chiamba. Alors, il y a des gens qui ont des égrégores, en effet, qui sont dépendants des sous-dieux.
Mais donc, ce qui fait que quand on veut demander celui qui a l'égrégore du sommet, lui, il part d'ici de prendre sa permission en haut. Ouais. D'autres personnes qui n'ont pas l'égrégore du sommet, ils vont demander à leur égrégore qui est en dessous. Ouais. Donc, ce qui fait qu'il y a combativité de l'autre côté. Ouais, Tandis que l'autre qui est au sommet, lui détruit tout. Et au-dessus. C'est ça. Et Et c'est- au-dessus. Et c'est pareil, mettons sur 2 personnes ou 3 personnes qui sont initiées à l'égrégore du dessus. Alors, si on prend ce cas-là, bon, dans l'égrégore du dessus, sur les 3 personnes qui y sont initiées, il y en a un qui sera au-dessus des 2 autres, parce qu'il y a toujours un phénomène de hiérarchie. Donc, parce que c'est l'égrégore ou les sous-égrégores auxquels on appartient, mais c'est également la façon dont tu vas entrer dans l'égrégore pour faire la manipulation. Tu as des gens qui ne sont pas initiés au vaudou qui sont capables de manipuler des égrégores du vaudou. Parce qu'ils ne rentrent pas par le même chemin. Ils vont y rentrer par un autre chemin. Bon, mais c'est hyper dangereux parce que il peut y rentrer, mais s'il n'arrive plus à en sortir, là il est cuit aussi. Donc c'est des magies qui sont quand même assez particulières. Mais on peut animer. Bon, il y a plein d'égrégores, il y a plein de religions. Puis il y a les religions anciennes aussi. Donc tout ça, ça fait tout un tas de groupes, de choses, de forces qui sont... Et puis tu as des forces qui, chez les Grecs, vont s'appeler Arès, chez les Romains, ça va s'appeler Mars, chez les chrétiens, ça va s'appeler bon, c'est pas la correspondance qui compte, mais Saint-Michel, hein, comme exemple. Chez en vaudou, ça va s'appeler autrement, etc. Et en fait, c'est tout... On parle de la même force au-dessus. Bon, alors maintenant, on va regarder le diagnostic. Parce que ça, c'est extrêmement important. En tant que professionnel, quand on vient vous voir et on vous dit, voilà, faut m'aider parce que je suis envoûté, il y a 2 cas de figure qui se posent. Il y a la personne qui est vraiment envoûtée et la personne qui ne l'est pas, mais qui le croit. En fait, il y aurait même 4 cas de figure. Hein. Il y a celui qui est envoûté qui le sait, il y a celui qui est envoûté qui ne le sait pas, il y a celui qui n'est pas envoûté qui croit qu'il le croit, et il y a celui qui n'est pas envoûté et qui sait qu'il n'est pas envoûté. Ça fait 4... On ne sait pas s'embêter soi-même. Comment? Parce qu'on ne sait pas Si c'est qu'il s'embêter n'est pas soi-même. envoûté, il ne va pas. C'est pas, je sais pas. On peut se créer un phénomène négatif, mais là c'est plus après du domaine de la psychologie que d'un véritable attaque extérieure. Les gens qui se croient envoûtés qui ne le sont pas. Ah bah, il y a des gens qui se croient envoûtés qui ne le sont pas. Surtout Est-ce qu'il n'y a pas une manière de vérifier si vraiment la personne est Si, c'est le diagnostic qu'on va faire. Donc en fait, il faut d'abord, en tant que professionnel, arriver à faire le tri entre les gens qui sont vraiment envoûtés et les gens qui ne le sont pas. De cette manière-là, on pourra leur apporter un meilleur secours. Parce que désenvoûter une personne qui n'a rien n'obtiendra aucun effet. Par contre, si on désenvoûte une personne qui a réellement un problème, là, on peut obtenir des effets positifs. Donc, la première chose, ça va être de faire le tri de manière à appliquer la technique de désenvoûtement seulement dans le cas où c'est utile. Alors, comme on va prendre le médicament pour la grippe, quand on a la grippe. Et si on n'a pas la grippe, on ne prend pas le médicament parce qu'il ne servira à rien. Donc, en fonction de la qualité de votre diagnostic, eh ben, vous aurez 10% de réussite ou vous aurez 90% de réussite. Déjà en fonction du choix que vous allez placer. Alors, les symptômes les plus classiques du phénomène d'envoûtement. Alors, Bernadette va vous distribuer une espèce de... Je sais pas comment ça peut s'appeler, c'est pas un QCM, c'est un... Comment ça s'appelle dans les entreprises, vous savez, les... Hein? Un organigramme? Non. Non, c'est une checklist, voilà. Une checklist sur les phénomènes d'envoûtement. Alors on va le regarder ensemble. Parce que la première chose, donc, à voir,
ça va être, est-ce que la personne que j'ai en face de moi est susceptible d'être envoûtée ou pas? Alors déjà, on va essayer de regarder le terrain. Ah, lui, il est envoûté. Là, elle est envoûtée. Voilà. Tiens, Bernadette. Alors, première question qu'on va se poser, c'est quelle est la sensibilité de la personne à l'envoûtement? Parce que l'envoûtement ne touche qu'une certaine catégorie de personnes. Il faut qu'il y ait un terrain qui soit prédisposé. Alors, la première chose, ça va être la sensibilité. Quelqu'un qui n'a pas de sensibilité ne sera pas envoûté. Il sera très difficilement envoûtable. Alors en fait, il va falloir mesurer le degré un peu de médiumnité, le degré d'intuition de la personne qui est en face de soi, pour voir quel est son degré de risque. Alors bon, il y a un certain nombre de questions qui sont posées. Première question, par exemple, vous arrive-t-il de pressentir certains événements avant qu'ils ne se réalisent? Par exemple, vous pensez à votre ami Jacques, dont vous êtes sans nouvelles depuis longtemps, et une heure après, il téléphone. Bon, alors ça, c'est de l'intuition. Alors, il y a des gens qui vont avoir des intuitions sur un plan mental, d'autres sur un plan visuel, d'autres sur un autre plan. Donc il va falloir arriver à cerner la personne. Alors si on vous dit oui, comment? Par les rêves. Oui, ça peut être par les rêves, ça peut être de plein de manières. Alors si on vous dit oui, moi, quand je pense à quelqu'un, eh ben, il me téléphone, alors vous avez déjà un premier élément qui signe qu'il y a une forme d'intuition qui existe. Alors, deuxième question, lorsque vous rencontrez une nouvelle personne, avez-vous parfois de suite une réaction d'amitié ou d'antipathie sans raison apparente? Quand on rencontre quelqu'un, on rencontre la personne avec toute son aura, avec ses énergies, avec tout son être. Donc on peut, d'office, avoir une attirance envers une personne ou au contraire une répulsion. Ça sous-entend que vous avez une forme d'intuition intérieure qui vous dit eh ben cette personne elle est comme toi, tu peux aller vers elle, ou cette personne elle est dangereuse, il faut surtout pas s'en approcher. Donc on a encore ici le signe d'une certaine sensibilité de l'âme. Alors, autre question qui est exactement la même, parvenez-vous à vous faire rapidement un jugement sur les gens, et ce jugement est-il vérifié? C'est-à-dire, quand j'ai quelqu'un en face de moi, est-ce que je sais si c'est quelqu'un qui m'est positif ou quelqu'un qui m'est négatif? Pas par une répulsion physique, mais plus à ce moment-là par le mental. Alors, si c'est oui, ben ça veut dire que ça sous-entend qu'il y a encore un phénomène de sensibilité. Dans certains lieux, éprouvez-vous parfois une sensation déplaisante allant jusqu'à l'angoisse? C'est presque encore la même question qui est posée sous des formes différentes. Sur certains lieux, on se sent bien, sur d'autres, on se sent mal. Si on vous répond, bah, moi je suis bien partout, ou je suis mal partout, bah, ça veut dire qu'il a un degré de sensibilité nul à ce niveau-là. Et en le cernant, et par recoupement, parce que il y a une 60aine de questions en fait, et par recoupement, on va finir par cerner la personne. Donc ça, c'est un diagnostic qui n'est pas un diagnostic radiesthésique, avec le tarot, ou un diagnostic par voyance. C'est tout simplement en faisant sa checklist, et déjà, ça nous permet d'avoir une idée très précise de qui on a affaire. Alors, vous sentez-vous mal dans les cimetières ou dans certaines églises? Bon, là, c'est pareil, c'est le lieu qui va jouer. La pleine lune vous influence-t-elle? Êtes-vous plus énervé ou angoissé ces jours-là? En général, les gens qui sont sensibles sont en partie sujets à la lune, donc à la pleine lune et au changement de lune. Pleine lune et nouvelle lune. Donc si ça les influence, ils sont angoissés, ça veut dire qu'il y a une sensibilité. L'envoûtement est typiquement lunaire au niveau de sa qualité énergétique. Alors, vous est-il déjà arrivé de ressentir une présence dans votre dos et lorsque vous vous retournez, de ne voir personne? Ça, c'est plus une sensation de médiumnité. Quelqu'un qui va ressentir un esprit ou qui va ressentir une présence. Ça peut être aussi de la paranoïa. Donc, attention, parce qu'il y a des gens qui se retournent tout le temps parce qu'ils ont l'impression qu'on les observe, qu'on les suit. Parce qu'il faut faire la différence en fait entre les gens qui vont être plus paranoïaques et les gens qui vont vraiment avoir le problème d'envoûtement. Alors,
comme disait Claudius tout à l'heure, faites-vous des rêves qui parfois se réalisent. C'est la voyance dans le rêve. Alors, si on vous dit oui, bon, eh ben, 3 sensibilités supplémentaires. Avez-vous, sans raison apparente, des sensations brutales de chaud, de froid ou de picotement? Alors, il est normal d'avoir ces sensations quand vous pratiquez une respiration, hein, comme on a fait tout à l'heure, mais il est anormal de le ressentir brutalement. Alors, en fait, les sensations de picotement, de chaud ou de froid, en général, ce sont des déplacements énergétiques. Vous traversez un champ énergétique et ça vous fait réagir. Donc, vous êtes sensible. Avez-vous eu déjà des flashs de voyance? La question est simple. Vous amusez-vous à tirer les cartes et trouvez-vous la bonne réponse? Il est très amusant de constater qu'il y a plein de gens qui se tirent les cartes ou qui tirent les cartes aux copains et qui trouvent des choses intéressantes. Donc ça veut dire qu'ils ont une sensation, une intuition, quelque chose d'intéressant. Faites-vous tourner les tables ou avez-vous eu dans le passé des contacts avec le monde de l'au-delà? Alors ça, la question, elle est à double... C'est un double tiroir. Déjà, c'est pour tester la sensibilité de la personne. Et deuxièmement, c'est pour voir si elle n'est pas baignée à fond dans le spiritisme, auquel cas, elle peut très bien être envoûtée par les esprits qu'elle appelle, sans qu'il y ait de phénomène d'attaque de sorcellerie extérieure, mais tout simplement par les phénomènes qui vont se fixer sur elle. Avez-vous parfois l'impression que vous provoquez des situations ou des événements? Alors, ce phénomène de préscience peut aller dans un sens ou dans un autre. On peut aussi avoir l'impression qu'on projette des événements et que ce que l'on pense se réalise. C'est une autre forme de contact avec le monde occulte. Alors, vivez-vous parfois certaines périodes durant lesquelles les ampoules électriques grillent chez vous? Alors, ça arrive. Alors, soit c'est parce qu'on possède un fort magnétisme ou un entraînement énergétique important, auquel cas on crée des perturbations sur les éléments électriques, électromagnétiques ou les ordinateurs par exemple, soit ça peut être également le signe d'un phénomène agressif. Oui. Quand je fais l'énergie, je suis dans une petite pièce. Oui. Même dans ma chambre, ça commence à faire... Oui, c'est toi qui déclenche les phénomènes. Là c'est pas un envoûtement, parce que c'est déclenché par une pratique, ou par une opération, ou par un rituel. Donc là, c'est pas pareil. Oui, il y a un voile, il y a simplement un mot, juste pour parler avec quelqu'un. Ouais. Et puis, en arrivant chez moi le soir, dans mon couloir, la lumière s'est éteinte, il y en a partout. Et c'est rallumé. Oui. C'est le signe qu'il y a quelque chose, des perturbations électriques, électromagnétiques ou au niveau des ordinateurs. On peut, ça peut arriver aussi, vous allez, mettons, je sais pas, vous allez au distributeur avec votre carte bleue pour retirer 100 francs, et puis le distributeur se met en panne. Vous allez, je sais pas, vous allez acheter une baguette de pain, et puis la caisse enregistreuse de la fille, ça se met à faire des trucs bizarres. Bon, ça, alors, il y a deux choses. Soit c'est vous qui émanez un puissant magnétisme, une puissante énergie, et vous perturbez les choses alentour. Soit vous avez vous-même sur vous des énergies qui sont perturbantes, qui vous perturbent et qui perturbent également aux alentours. Donc il y a les deux cas de figure. Alors, entendez-vous des coups discrets dans les murs de certaines pièces ou comme des bruits de pas dans la nuit? Alors, chez certains, c'est un peu l'histoire de la maison hantée, il y a les boiseries qui craquent, on entend quelqu'un qui monte l'escalier la nuit. Alors, ça veut dire qu'il se passe un phénomène. Si alors ça veut dire déjà qu'on a de la sensibilité, qu'on est un petit peu médium et qu'on ressent, qu'on pressent, qu'on catalyse certaines choses occultes. Donc vous avez de la sensibilité. Là on essaye de tester la sensibilité de la personne. Ce bruit-là qui pourrait venir de murs ou quoi? Alors ça peut, faut faire toujours pareil. Il faut d'abord essayer de trouver une explication logique, sans entrer dans l'ésotérisme. Ça peut être la chaleur, les dilatations des poutres, le chaud et le froid qui travaillent. Bon. Ça peut être parce que vous venez de mettre le chauffage en route et puis vous avez les canalisations qui Alors quand on a écarté tout ça, on peut avoir plus dans ce cas-là des phénomènes d'entité, des esprits qui se promènent. Alors, dernière question, avez-vous déjà soulagé une personne en lui imposant les mains? Bon, vous avez mis votre main et puis vous avez obtenu une guérison. Ça veut dire qu'il y a une sensibilité. Alors, toutes ces questions-là,
hein, il y en a je crois une quinzaine, sont destinés à tester la sensibilité de la personne. Alors, je dis à la fin, une seule réponse positive est le signe que vous possédez une certaine médiumnité latente. Quelques réponses positives le confirment, et si vous avez une majorité de oui, ça veut dire qu'il y a une très 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 grande sensibilité. Mais il suffit de répondre oui à 3 questions pour que vous soyez en face d'une personne qui puisse être victime de ce genre de phénomène. On rentre cela dans l'analyse du terrain. Alors évidemment, donc, conclusion, les gens qui sont les plus réceptifs et les plus en danger, eh bien, ce sont les gens les plus sensibles. Donc plus on est voyant, on est médium, on est en contact avec le monde occulte, plus on peut ramasser des attaques. Et mieux ça marchera. Alors, ensuite, la sensibilité. Donc une personne qui vous dit qu'elle n'est pas sensible, c'est pas la peine de continuer l'examen de sa situation. Elle a un autre problème, mais c'est pas un problème d'envoûtement. Si il y a de la sensibilité, à ce moment-là, on va attaquer les deuxièmes points importants, ça va être les symptômes classiques. Oui, ben, si je dis non sensible. Voilà. Si on s'aperçoit qu'on est en face d'une personne qui n'est pas sensible, en règle générale, cette personne ne sera pas envoûtée. C'est ça. Même s'il y a tout le reste. Oui. Ouais. Après, bon, on peut faire une contre-expertise, mais s'il n'y a pas de sensibilité, le problème s'il n'y a pas de sensibilité, c'est donc elle est quasiment très difficilement envoûtable. Et deuxièmement, on pourra très difficilement la désenvoûter, parce qu'il faut quand même que ça s'accroche quelque part. Si ça s'accroche nulle part, vous aurez, aucun effet positif. Parce que ce qu'il faut aussi, c'est que une fois que la personne repart de chez vous, elle se sente mieux. Elle est une amélioration. Que ça prenne une semaine, que ça prenne 3 mois, mais il faut arriver à la soulager. Donc si on n'a pas de sensibilité, on aura beaucoup de mal à la soulager. Quand j'ai commencé à désenvoûter, je désenvoûtais tous les gens qui venaient me voir en me disant je suis envoûté. Une fois sur 2, ça marchait très bien. Et une fois sur 2, ça marchait pas du tout. Alors après, j'ai cherché pourquoi ça marchait pas. Si j'avais appliqué une mauvaise méthode, ça n'aurait jamais marché. Si j'avais appliqué la bonne méthode, ça aurait dû marcher tout le temps. Mais si on avait 1 sur 2, c'est qu'il y avait une difficulté, il y avait un piège qui n'avait pas été résolu. Et le piège, en fait, c'est le diagnostic. C'est de savoir si la personne a vraiment le problème. Plus elle est sensible, plus on joue sur un terrain, sur le velours, sur un terrain facile. Parce que d'autant plus elle sera sensible aux attaques, d'autant plus elle sera sensible aux protections ou aux dégagements qu'on va lui faire. Toujours dans le phénomène logique. Alors les symptômes classiques. Alors la première chose qui est... tout d'abord, quand vous avez quelqu'un qui vient vous expliquer qu'elle souffre d'un certain nombre de choses, comme on l'a dit tout à l'heure, vous l'envoyez déjà voir un médecin pour qu'il fasse, lui, son diagnostic. Et si le médecin ne comprend pas ce qui se passe, si votre patient n'a rien, physiologiquement, à ce moment-là, on va pouvoir entrer dans notre opération. Donc, alors un symptôme qu'on a quasiment tout le temps, c'est la fatigue. Mais une fatigue non physiologique. Il est normal d'être fatigué si on est rentré à 5 heures du matin et qu'on a fait la fête toute la nuit. Il est normal d'être fatigué si on travaille 15 heures par jour ou si on a des gros soucis à l'extérieur. Donc il y a les fatigues qui sont normales et il y a les fatigues qui sont anormales. Les fatigues anormales, c'est les fatigues sans raison. Un coup de pompe brutal, un épuisement général sans raison apparente, sans raison médicale, parce qu'attention, la fatigue peut être le symptôme d'une dépression nerveuse ou peut être le symptôme d'autres problèmes médicaux. Donc c'est pour ça qu'on se garde d'intervenir avant d'avoir l'avis d'un médecin. De manière à pas faire un exercice illégal de la médecine et puis tomber sous le coup d'un truc ou d'un autre. Donc la fatigue. Alors pourquoi la fatigue ? Tout simplement parce que quand une personne est attaquée sur le plan occulte, elle est vampirisée, toutes ses énergies sont mobilisées pour se défendre contre l'agression extérieure, et donc elle n'a plus d'énergie pour elle. Donc elle est en état d'épuisement.
Alors, les petites questions numéro 3. Alors, vous sentez-vous épuisé sans raison? Bon, sensation d'épuisement. Alors, ta question, c'était... Il y a des personnes, si elles droguent pour prendre quelque chose pour dormir le soir. Si elle prend des choses pour dormir, si elle se drogue, si elle prend de l'alcool, si etc. Tout ça, ça va gêner le diagnostic. Et ça va gêner les résultats. L'obtention de la... Ça va gêner votre dégagement. Que ce soit des médicaments, que ce soit de l'alcool, que ce soit des drogues extérieures, bah, ça va gêner parce que le corps, lui, va être habitué à prendre des médicaments, donc la cellule va être habituée à son médicament et elle va avoir plus de mal à réagir naturellement. Mais il ne faut pas interrompre le traitement médical en cours. Si une personne vient te voir en disant qu'elle prend des antidépresseurs et puis que ça va pas, etc., il faut qu'elle continue les antidépresseurs. C'est le haut médecin de lui dire de diminuer les doses, jusqu'à demande de son médecin. Alors, vous arrive-t-il ce que l'on appelle des coups de pompe de manière brutale et inattendue? C'est toujours les mêmes questions. Hein. Pratiquez-vous une discipline occulte? Alors, parce qu'on peut aussi être fatigué parce que tous les soirs on va appeler les esprits. Et les esprits vont venir et ils vont pomper la personne. Alors c'est ça, pratiquez-vous une discipline occulte, spiritisme, voyance, magie, groupe de prière, etc. Parce que comme on disait tout à l'heure, le groupe de prière peut être vampirisant. Hein, s'il est sain, ce sera bien, mais de toute façon, il y aura quand même un phénomène énergétique de vampirisation. Parce que pour obtenir la guérison de monsieur machin, il faudra quand même utiliser l'énergie du groupe. Chacun va donner sa petite part, mais il y a quand même il aura toujours faim. Il y a quand même un vide d'énergie. Alors donc, pratiquez-vous une discipline occulte et ressentez-vous ensuite une déperdition d'énergie intense. Parce qu'après une séance de spiritisme, on est épuisé en général. Même si la séance a duré 2 heures et on n'a pas beaucoup travaillé, on est resté assis, mais on est épuisé. Donc là, il y a un petit problème. Alors, donc on a vu tout ce qui pouvait avoir trait à la fatigue. Alors ensuite, je dirais le mal de vivre et les angoisses. Mal de vivre. Bien sûr, puisque le phénomène d'envoûtement est destiné à la destruction de la personne, donc elle a du mal de vivre, ça va pas. Elle sent qu'il y a quelque chose qui se bloque en elle. C'est parce qu'inconsciemment elle sent qu'il y a des énergies agressives, des énergies négatives qui sont en train de l'enserrer dans un tissu de force et qui veulent l'éliminer, et puis donc elle se sent mal. Et la réaction de l'inconscient qui essaye, lui, de tirer le signal d'alarme, c'est de créer des phénomènes d'angoisse. Alors, par exemple, avez-vous de façon continuelle ou occasionnelle une boule dans le creux de l'estomac? Bon, l'estomac noué. Êtes-vous pris parfois de peur irraisonnée, de sensations de panique, sans raison apparente? Toujours pareil. N'avez-vous plus envie de rien? Alors, en général, quand on est sous une emprise négative, on n'a plus envie de rien faire. On a envie de s'asseoir dans son fauteuil et puis d'attendre. On n'a plus envie de faire, si c'est une dame, on n'a plus envie de se maquiller, on n'a plus envie de faire la cuisine, on n'a plus envie de rien. Si c'est un monsieur, on n'a plus envie de faire la peinture, on a envie de rester dans son fauteuil et de rien faire. Ça, c'est un symptôme assez typique. La vie vous semble-t-elle devenue une souffrance? Ah oui, parce que puisque le processus qui est enclenché est un processus d'autodestruction de la personne, plus on va souffrir, plus on va se rapprocher du point ultime. Êtes-vous mal dans votre peau et avez-vous l'impression que quelque chose de lourd ou de poisseux vous entoure? Alors, chez certains, il y a une sensation comme d'oppression, comme si on était dans une espèce de globe négatif dont on n'arrive pas à sortir. Alors ensuite, faites-vous des rêves éprouvants, des cauchemars répétés, avec un paroxysme en phase de pleine lune. Bon, c'est toujours la lune qui va amplifier le phénomène d'envoûtement. Alors là, si déjà on commence à vous dire oui, je suis fatigué, oui, j'ai plus envie de rien faire, bon, et puis que la personne a une certaine sensibilité, on commence à cerner le problème. Alors, solitude et problème de communication. Alors, on va dire solitude. Quand une personne subit un envoûtement, elle a automatiquement sur elle une charge négative qui va lui bloquer ses chakras et qui va être présent sur elle, autour d'elle. Donc quand on va aller voir une autre personne pour lier amitié, l'autre personne,
elle va nous rejeter. Parce que inconsciemment, elle va sentir la charge négative qu'on a sur nous. Et pour ne pas être contaminée, elle va avoir tendance à s'écarter. C'est un phénomène totalement inconscient. Et quand on a une charge négative, on a plutôt tendance à faire le vide autour de soi. Alors c'est pas la personne qui est en cause, c'est les charges négatives qui sont sur la personne et qui ont tendance à repousser. C'est-à-dire que les autres ne veulent pas être contaminés, les autres ne veulent pas attraper le négatif. Comme on l'avait vu tout à l'heure, si on est en présence d'une personne négative, on va en prendre un petit peu. Bon, je m'écarte pour pas en prendre. Alors, votre entourage a-t-il changé d'attitude envers vous ces derniers mois? Votre milieu professionnel est-il actuellement hostile? Votre avancement retardé? Alors bon, l'avancement retardé, c'est le cas de tout le monde. Hein. Tout le monde a son avancement retardé. Et personne n'est reconnu en fonction de ses vraies compétences. Alors ça, bon, attention à ce qu'on va vous raconter, parce qu'il y a les symptômes de tout le monde. Mais si les gens sont brutalement hostiles, faut essayer de chercher pourquoi. Vos amis viennent-ils vous voir de moins en moins souvent? Avez-vous l'impression que tout le monde s'éloigne? Êtes-vous parfois mal perçu des personnes que vous ne connaissez pas? Alors ça, c'est un symptôme intéressant. Vous rencontrez quelqu'un et la personne ne veut pas vous voir. Il y a un rejet systématique. Bon, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors d'autres questions. Suscitez-vous de la jalousie? Avez-vous des problèmes de couple? Alors c'est vrai qu'à partir de l'instant où il y a un phénomène d'envoûtement, le couple vit une épreuve de plus en plus difficile parce que on s'entend plus. Alors, les personnes de l'autre sexe s'éloignent-elles de vous? Bon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Éprouvez-vous du dégoût pour votre partenaire? C'est exactement la même question. Imposez-vous facilement votre point de vue? Bon, quelqu'un qui est plein d'énergie va avoir plus de facilité à dire ce qu'il pense et à convaincre les autres de ce qu'il pense que quelqu'un qui est complètement vide énergétiquement. Avez-vous de brutales colères qui montent sans raison apparente? Alors ça, les phénomènes de colère peuvent être dus à une auto-réaction, à une réaction de défense qui part de l'intérieur et qui tend à s'extérioriser. C'est une violence. On essaye de rejeter violemment ce qui se produit. Alors c'est la colère contre la personne qui est la plus proche de vous, évidemment, c'est pas... Hein, c'est toujours le voisin qui s'en prend plein la figure. Alors, les animaux familiers, vous fuient-ils ou ont-ils un comportement agressif envers vous? Votre chat qui était tout gentil, d'un coup, il vous supporte plus, le chien se met à vous mordre, etc. Pourquoi? Quand il ne meurt pas. Oui, quand il meurt pas. Mais madame, votre partenaire a-t-il brutalement changé d'attitude envers vous dernièrement? Alors c'est pas, attention, c'est les changements d'attitude brutaux. C'est pas les changements, par exemple, voilà, on se dispute violemment, bon après l'autre change d'attitude envers moi, c'est normal. Mais sans raison apparente, c'est bizarre. Alors ensuite, dernière question, l'homme ou la femme de votre vie vous a-t-il brusquement quitté sans raison? Ça peut être un symptôme ou pas, attention, faut toujours relativiser. Voilà, on va s'y faire envoûter par sa maîtresse, mais c'est pas par magie. Pourquoi par sa maîtresse? Ça peut être par le contraire. Il y a une dame qui m'a appelé il n'y a pas très longtemps en me disant, voilà, j'ai été voir 4 voyants, les 4 voyants m'ont dit que j'étais envoûté. Je dis, expliquez-moi le problème. Elle me dit, voilà, mon mari s'en va. Bon. Oui, on a compris après. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avec qui? Pourquoi? Quel âge elle a? Comment elle est? etc. Bon. Une jeune. Et puis le mari, il était marié depuis une vingtaine d'années avec sa femme, ça se passait à peu près bien. Et puis il y a une petite anglaise qui est passée par là. Qui haute, il fait sauter. Et puis petit à petit. En plus, c'est vrai. Et puis petit à petit, il va plutôt avoir envie d'aller habiter avec l'anglaise qu'avec sa femme. Il n'est pas envoûté par... Il n'y a pas d'envoûtement là. Non. Là, parce que vous pouvez désenvoûter tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Il ne reviendra pas. Il Oui, il y a 4 voyants qui ont dit qu'elle était envoûtée. Tu te rends compte?
Moi, je sais pas si tu le dis. Oui, mais bon, mais concrètement, je lui dis, non, pas d'envoûtement. C'est naturel. C'est naturel. Alors, attention, c'est décevant pour la femme. Voilà. C'est décevant. Parce qu'elle se dit, ah bon, moi je pensais qu'il était manipulé sur le plan occulte. Mais non, alors c'est moi qui suis nul. Bah voyons, c'est plus grave. C'est plus grave psychologiquement pour elle. Alors moi je sais pas si elle va me croire. Hein. Elle va peut-être préférer croire ceux qui lui ont dit qu'il était envoûté et puis que c'était de la faute à personne. Il ne faudrait pas lui dire, de toute façon. Puis comme ça c'est de la faute à personne. C'est pas vous qui êtes nul, non, c'est lui qui est... C'est les forces occultes qui ont tout fait. Bah voyons. C'est un Non, bouc émissaire. si on veut, le problème c'est que si on veut avoir un résultat au bout, si cette personne, s'il y a un problème de couple, il faut essayer de résoudre le problème de couple. C'est pas, hein. Et puis en plus, si le monsieur était envoûté, pour aller le désenvoûter, il faudrait lui dire de venir par là et puis de le désenvoûter, comme on verra après, avec sa présence. Or lui, il veut pas être désenvoûté. Il a pris du goût à son envoûtement. C'est trop beau, si Son envoûtement lui plaît. Tu sauras. Il a une quarantaine d'années, sa femme aussi. Bon. On n'a pas eu besoin. Moi, je sais. fait tout seul. Je sais pourquoi. Ah oui, Parce qu'elle n'était pas les fantaisies. C'est possible, hein. Alors. Hein oui, tout à l'heure, on finit le diagnostic. Alors, bon, la solitude. Mais ça, c'est un symptôme, on va les symptômes en dégradant, c'est-à-dire que ça, c'est le plus important, le fatigue et mal de vivre, c'est le plus important. Après, la solitude, ça peut aussi arriver si on n'est pas envoûté. Et puis, comme on a vu après, comme on va voir maintenant, les problèmes d'argent, les problèmes d'argent, c'est pas forcément un envoûtement, c'est parce que on a fait trop de crédit, et puis après, ils nous tombent tous dessus en même temps. Donc là, il faut toujours relativiser, parce que il y a des gens aussi qui vous téléphonent en vous disant, voilà, je suis envoûté, alors expliquez-moi les symptômes, madame. Voilà, il y a l'huissier qui vient taper à ma porte, il y a France Télécom qui m'a coupé le téléphone. C'est pas des symptômes d'envoûtement. Hein. Et puis même si elle est vraiment envoûtée et qu'elle a en plus tous ces problèmes d'argent, vous allez la désenvoûter, mais ça va pas la faire gagner au loto. Ah non, hélas. ça pourrait compter. Hélas. Autrement, on prendrait un pourcentage et puis on serait tous après très... On jouerait la première, on va dire. Ça, c'est trop facile. On aura fait un coup de source. Hein. Tout à fait. Mais c'est pourquoi en faire qu'il a dit tout à l'heure. Ça le regarde. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne saurais pas quoi en faire. De quoi? De tout cet argent. Alors, problème d'argent. Alors, on va pas... vous avez tout le détail. Hein, Alors, par contre, il y a juste une petite chose qu'on peut regarder. Si vous avez, par exemple, un commerce et que brutalement les clients se mettent à fuir le commerce, c'est pas logique. Là, on peut se poser des questions. Non. Parce que là, il y a des choses qui sont bizarres. Où, ça arrive, ça marche bien, et puis d'un coup, une chute brutale, et puis il y a le chiffre d'affaires qui tombe de 90%. Là, on peut avoir un phénomène d'envoûtement. Mais je vous dis, le coût du téléphone, etc., ça c'est pas... Alors c'est pareil, il y a une question. Êtes-vous toujours remboursé de l'argent que vous prêtez dans les temps prévus? Alors ça, on est tous envoûtés à ce niveau-là. Parce que là, on a tous le même problème. Les impôts nous sont envoûtés. Voilà, bon. Alors, avez-vous eu récemment un risque d'accident de voiture? Alors ça, il faut faire attention. Alors ça peut être un hasard ou ça peut être un phénomène, parce que si on veut éliminer quelqu'un sur le plan d'un envoûtement, les deux techniques qui sont actuellement les plus prisées par la sorcellerie, c'est le problème cardiaque et puis ça va être le problème d'accident de voiture. Parce que c'est les deux éléments les plus simples à mettre en marche. Mais quand c'est cardiaque, tu peux remettre en route? Non. S'il n'est pas mort, oui. C'est cardiaque, il est 3 quarts mort. Hein.
Il tombe par terre. Tout dépend physiologiquement jusqu'où ça a été. De toute façon, c'est le chirurgien qui doit intervenir. Voilà, Et puis toi, tu peux aider derrière ou avant le problème. Alors ensuite, certains problèmes physiques. Alors, ça peut être, avez-vous parfois des problèmes donc impuissance ou fragilité, alors que dans le passé, tout était normal. Alors ça, c'est tout simplement une chute d'énergie. Énergétiquement, il y a quelque chose qui se coince brutalement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Attention, ça peut être un choc psychologique, ou s'il n'y a pas de choc psychologique, ça peut être un phénomène qui arrive sans crier gare. Bon, une boule au creux de l'estomac ou à la gorge, on en a déjà parlé. Des maux de tête sans raison. Bon, alors pareil, consulter un médecin. Une fois, j'ai eu un monsieur, une ancienne dame, qui m'a téléphoné en me disant, bon, elle était envoûtée, elle avait un certain nombre de problèmes, etc. Et puis, dans la discussion, donc je prends ma checklist, et puis je lui commence à lui poser des questions. Comme je la connais par cœur, j'enchaîne la conversation d'un côté et de l'autre. En fait, il faut arriver ça c'est une base, il faut arriver à sinuer, à faire des recoupements pour essayer de trouver. Et puis elle m'explique qu'elle a une boule qui lui pousse derrière de la tête. J'ai dit, c'est bien. Je dis, mais vous avez été voir le médecin quand même? Elle me dit, non, j'ai été voir le marabout, il m'a dit que j'étais envoûté, etc. Alors, je lui dis, bon, écoutez, alors, vous êtes envoûté, c'est sûr, mais avant, il faut aller voir le médecin. Parce qu'il faut que le médecin arrive à savoir ce que c'est. Et après, on pourra vous désenvoûter plus facilement. Oui. Bon, le problème, c'est que cette brave dame, elle n'a rien compris au film, et elle n'a pas été voir le médecin. Moi, j'ai pas été la voir non plus. Parce que il faut d'abord qu'elle se fasse opérer, elle n'est pas envoûtée, elle a un risque d'avoir une tumeur. Que faire? Un monsieur qui a eu le même cas, mais à l'inverse. Et puis lui, un monsieur pareil, bon, il avait une boule qui était en train de lui pousser, je sais plus où, au niveau de la poitrine. Bon, c'était un cancer, et lui, au lieu d'aller se faire soigner à l'hôpital, il a été voir les sorciers du coin, les marabouts, qui lui ont raconté n'importe quoi. Et puis il a fini par être opéré d'urgence. Ils l'ont sauvé, heureusement. Voilà. Mais attention, les gens, il faut que vous fassiez votre diagnostic de manière très précise, parce que les gens, ils vont vous raconter l'histoire qu'ils ont envie d'entendre. Hein. Il y en a qui démordent pas. Il y en a, ils veulent pas. Il y en a, ils veulent pas. Et à cause de ça, ils risquent d'aller au cimetière, tout simplement parce qu'ils n'ont pas... on dirait qu'ils n'ont pas envie d'être sauvés, ou ils sont tellement orgueilleux dans leur idée fixe, ils veulent pas. On en a un cas comme ça. Elle veut pas. Heureusement, c'est rare. Alors, sensation d'oppressement, de poids sur la poitrine, d'étouffement. Alors là, entre parenthèses, consultez un médecin parce que ça peut être un problème cardiaque réel. Ressentez-vous parfois l'impression que vos organes se déplacent dans le corps? Alors, dans certains cas un peu particuliers d'envoûtement, on a l'impression que les organes se déplacent. Bon. Mais dans toutes ces sensations-là, il faut s'adresser quand même, faire des analyses médicales. Alors, des malaises ou vertiges se font-ils sentir aux périodes de lunaison? Les sensations inhabituelles sont-elles ressenties? Alors, picotement, froid, chaud, attouchement. Vous avez des gens, entre autres, on a une jeune femme comme ça qui venait de Madagascar avec des gros problèmes avec sa belle famille. Elle faisait ses études en France. Et toutes les nuits, il y avait quelque chose qui venait sur elle, qui la secouait sur son lit. C'était physique. Elle était secouée. Et puis bon, après quelques nettoyages, ça s'est dissipé. Mais il y avait une puissance, une force qui la touchait physiquement. C'est rare. C'est quoi, c'est un esprit? C'est une entité. C'est une forme d'énergie, mais c'est plus une entité qui se prend et qui bouge. C'est un envoûtement égrégorique, ça non? Pas spécialement. Pas spécialement, mais c'est quand même... Des évocations. À toi aussi. Ça commence à devenir un peu... Quand il y a des phénomènes physiques comme ça commence à devenir un petit peu dangereux, un petit peu spectaculaire, donc il faut y aller doucement. J'ai connu un cas comme ceci. C'était une dame qui avait perdu son mari. Ouais. Et le mari venait lui rendre visite la nuit et chantait Ça, c'est vrai. Et elle sentait physiquement. Donc certaines choses, elle le sentait physiquement. Alors ça, c'est une partie du mari qui était, mais la partie ténébreuse du mari, qui revenait la nuit et qui essayait de continuer sa vie comme il la faisait. Voilà. Mais ça, c'est négatif. Attention, c'est pas le mari qui venait, c'est la partie ténébreuse du mari. L'esprit du mari, son âme, tout son aspect spirituel repart.
une forme de paradis, on appelle ça comment on veut. Mais il reste des rémanences. des rémanences, des phénomènes C'est négatifs. des rémanences. Des coques vides, alors. comme c'est le corps occulte proche du corps physique. C'est qui la vient, gloire, en fait. et lui, il veut continuer, et il se nourrit de ça. Donc en même temps, il devait vampiriser cette dame. Et ça ne lui plaisait pas, elle avait peur. Elle sentait Alors, d'autres phénomènes anormaux ont-ils lieu? Alors bon, là, c'est la question ouverte, hein, on vous raconte ce qu'on ressent. Alors, donc on a vu sensibilité, symptômes, bon, ça c'est la partie la plus grosse. Et en troisième point, l'environnement proche. L'environnement. Alors, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement, par exemple, avoir un ennemi connu qui trempe dans les milieux de la voyance ou de la sorcellerie. Hein, j'ai vu une personne sur Aix, là, il n'y a pas longtemps. Bon, elle a une belle-mère qui est une ennemie certaine, voilà. Et la belle-mère fait de la magie, elle a plein de bouquins chez elle, elle trempe dans les milieux, elle va voir les voyants, elle va voir tout le monde. Donc, elle est susceptible de pratiquer une magie contre cette personne, puisqu'il y a un mobile, la haine, et puis il y a un moyen qui est ses connaissances magiques. Donc, et c'est vrai que la dame, en plus, elle n'est pas bien, et en plus, elle est sensible. Donc elle a tout, là. Poum. Donc, automatiquement, si on la dégage, ça marche. Tout le gratin. Voilà. Voilà. Avez-vous des questions sur la checklist? Ou est-ce que ça va? Alors, l'utilisation, bon, vous pouvez l'avoir à côté de votre téléphone. Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille. Et puis, bon, bah, je pose des questions en fonction de la discussion. Alors, bon, il y a 60 questions, je crois, donc c'est pas la peine, ne vous posez pas les 60 questions. Mais vous cernez le problème avec les points les plus importants. Sensibilité, fatigue, mal de vivre, puis éventuellement environnement. C'est les points les plus importants. On va faire une petite pause maintenant. Ouais. Voilà. Tu vas voir, ça va changer. Alors maintenant qu'on a fini la pause, nous allons faire tous ensemble une respiration. Donc on va laisser l'enregistrement continuer pour donner un exemple du rythme des vocables et éventuellement pour que les gens qui vont écouter la cassette puissent ressentir les énergies que l'on va dégager. Alors donc, je prends la montre. On va essayer donc de faire 10 minutes première partie, 10 minutes deuxième et 10 minutes troisième. Alors vous y allez doucement, tranquillement. Donc première partie, on va se détendre, hein. On va fermer les yeux, les paumes des mains ouvertes vers le ciel. On visualise une lumière blanche qui entre dans les poumons et on expire en faisant le vocable que l'on a vu ce matin. Alors, on commence par souffler un petit peu l'air des poumons. On inspire. C'est pas commencé, hein. Le magnétophone marche, tu l'arrêtes pas. On inspire. On essaye 3 fois 10. Hein. Ouais. Inspirez.
on ferme simplement le point droit. On prend la plaquette de fer à l'extrémité de la main gauche. On ramène la plante des pieds vers les fesses pour ceux qui sont allongés. Ceux qui sont assis, vous mettez bien la plante des pieds bien à plat sur le sol. On ouvre les yeux et on va commencer les respirations complètes, chacun à son rythme. Les yeux sont ouverts, vous regardez le plafond ou le mur et vous faites le vide total dans votre esprit. Vous ne devez plus penser à rien. Plus vous serez vide intérieurement, mieux vous pourrez faire entrer en vous l'énergie. Claudius, qu'est-ce qu'il fait? Claudius, décroise les pieds, décroise les mains. Tu croises pas tout de suite, Claudius. Voilà. Les pieds aussi. Voilà, comme ça, Claudius.